Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. En mars 2013, je revenais d'Île-de-France où j'ai passé 14 mois dans une relation qui n'était pas de la balle, comme disaient les jeunes de ma génération. C'était plutôt atomique au sens où je rentrais chez moi épuisée physiquement, psychologiquement et émotionnellement. De suite après le divorce, je me revois encore remplir la C3 de ma sœur avec mes vêtements, mes livres, ma table Ikea et mon chat. Pour aller où ? En fait, je savais pas trop. Comment ça s'appelle déjà quand t'as plus d'appart, t'as pas un sou sur ton compte ou vraiment t'es à zéro, quoi, et que tu vis parfois chez ta mère, parfois chez ton amie Céline et souvent chez ton amie Roxane. Ça s'appelle sans domicile fixe en fait, une SDF. Alors que j'étais encore doctorante en psychologie. Comme quoi, heureusement à l'époque, Dieu merci, j'ai été soutenue par des personnes formidables qui m'ont logée, nourrie, prêté de l'argent et écouté sans juger mes choix. Avec le recul, je pense que ça m'a vraiment aidé à faire face, c'est sûr, et à digérer, ce qui m'a permis de construire étape par étape une nouvelle vie. Et aujourd'hui, je tiens à partager les leçons que j'en ai tirées avec vous. Bienvenue dans ce 30e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais vous donner les conseils que j'ai non seulement l'habitude de partager avec les femmes que j'accompagne, mais également que j'ai moi-même appliqué lors de mon expérience personnelle. Cohérence oblige. Si tu me connais, tu sais que la cohérence, c'est un principe hyper important pour moi. Je ne suis pas en mode tiens, les psychologues sont les plus mal chaussés. Non, pour moi, dans ce que je m'astreins, c'est pas envisageable en fait. Il faut que je sois cohérente entre ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà, je vais te partager ce que j'ai l'habitude de partager avec les femmes que j'accompagne et ce que j'ai moi-même appliqué lors de mon expérience personnelle. Avant de continuer, je voudrais te parler d'une offre qu'on a créée avec mon équipe qui s'appelle le pack Se traiter en première classe. C'est un pack auquel tu peux avoir accès pour 279 € au lieu de 383 €. Dans ce pack, tu auras 4 consultations de 50 minutes par téléphone avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi. Ces consultations, elles sont valables 1 mois. Elles ont une valeur de 236 €. Et également, tu auras la formation numérique, les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, qui a une valeur de 147 € et qui a un accès illimité. Donc tout ça pour 279 € au lieu de 383 €. C'est une offre que nous proposons aujourd'hui jusqu'au 22 février. Je te mets le lien en barre d'infos, en légende et tutti quanti pour que tu puisses te ruer dessus. C'est une offre qui est excellente pour commencer en fait à faire un travail sur soi, à faire un travail de déblocage pour pouvoir justement aligner, si je peux dire ça comme ça, ses actions avec ses ambitions pour commencer à faire un travail sur soi. Je reviens donc à mes conseils pour que tu puisses te reconstruire après un divorce, que tu puisses construire et te reconstruire après un divorce.
Là, le premier conseil que je voudrais t'adresser est le suivant. Accepte qu'il faut que tu prennes le temps de te reconstruire. Quand je dis le temps, ça ne veut pas forcément dire, je ne vais pas te dire oui, il faut nécessairement 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. pour te reconstruire après un divorce en mode, je veux pas que tu te dises, il faut que j'attende telle période avant, par exemple, de me relancer dans une relation, que tu te dises, ouais, il faut nécessairement 6 mois ou 1 an pour se reconstruire. Non, l'idée, c'est vraiment la qualité, de prendre du temps de qualité pour se reconstruire. C'est nécessaire. On ne peut pas escompter de juste laisser le temps passer, d'ailleurs, sans avoir des actions, sans faire un travail sur soi, en fait, un travail de digestion, de résilience, de deuil, etc. Juste laisser le temps, ça ne suffit pas. Il faut vraiment, je pense, faire quelque chose, un travail qui est conscient. Et d'ailleurs, le fait de faire un travail qui est conscient et conscientisé, ça va contribuer à faire de toi une femme plus confiante, plus sereine, plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Parce qu'on sait que justement, quand il y a eu séparation, quand il y a eu divorce, forcément l'estime de soi, la confiance, l'épanouissement en prend un coup majeur. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je voulais t'adresser. Le second conseil que je voudrais t'adresser, là où je voudrais attirer ton attention, c'est c'est concomitant en fait au fait de se reconstruire, c'est vraiment le fait que tu t'autorises à avoir des émotions entre guillemets négatives. J'aime pas trop dire ça parce que derrière même la tristesse, la colère, etc., il y a des besoins qui ont besoin d'être considérés justement. Donc c'est vraiment, je voudrais attirer ton attention en deuxième point sur le fait que accepter tes émotions, te laisser aller à la tristesse, te laisser aller à la colère. Alors, je suis pas en train de te dire de t'arracher les cheveux, de te griffer le visage ou d'agresser les gens en fonction de ta colère. Hein. C'est vraiment juste déjà de le nommer en toi, de l'accepter, de sentir que c'est de toi, que en fait cette légitimité de tes émotions, elle commence par toi déjà. Que toi, tu sentes que tu as le droit, que tu te le dises en fait, que tu as le droit d'être triste, que tu as le droit d'être en colère, que tu as le droit d'être frustré. Une séparation, un divorce, c'est une grosse épreuve. Tu es légitime. En plus, avant d'arriver au divorce, parce que c'est pas du jour au lendemain, tu as dû vivre des choses difficiles déjà dans la relation. Déjà, ces choses-là, il faut pouvoir les digérer, entre guillemets, si ça n'a pas été fait dans la période... comment dirais-je, de viduité, si je peux dire ça comme ça, où tu sais où tu vas, dans cette période où tu sais que tu vas divorcer, mais tu vis encore avec ton mari. Et de vraiment, autorise-toi à accepter tes émotions, à les nommer, à les légitimiter par toi-même. Je sais que dans ces moments-là, on a tendance à avoir besoin de parler, à avoir besoin de validation de l'extérieur. Je dis pas que c'est pas légitime, mais je pense que vraiment, le truc le plus important, c'est que toi, tu te sentes légitime dans ce que tu as ressenti dans cette relation, dans ce que tu ressens après dans cette relation, dans ce que ça a blessé en toi, dans ce que ça a écorché en toi. Et dans cette acceptation de ces émotions, je pense qu'il faut pouvoir aussi se représenter. Ça aurait pu être le fruit d'un troisième conseil, mais je l'ai mis avec le conseil numéro 2. C'est vraiment d'accepter que, tu vois, donc tu as des émotions, mais d'accepter aussi et de concevoir que les étapes du deuil, tu vas passer par différentes émotions justement dans ces étapes du deuil. Alors en plus, là où ça peut être un petit peu déroutant, des fois, c'est que tu peux aller d'une étape à une autre, si je peux dire ça comme ça. Donc après, selon les écoles, si je puis dire, il y en a 7 ou il y en a 9, mais principalement l'idée, c'est, quand tu as un deuil, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui est décédé, une relation, quelque chose qu'on a idéalisé, qu'on a imaginé comme le mariage, derrière il y a un deuil avec. Et dedans, il y a les étapes le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Et en plus, c'est possible que dans ces étapes-là, à un moment donné, tu sois en mode colère, et puis après, tu vas dans la tristesse, puis peut-être que tu vas retourner dans le déni, puis qu'après, tu vas jumper sur la résignation, l'acceptation, puis qu'en période prémenstruelle, tu vas peut-être retomber. Voilà, mais c'est très graduel, mais c'est vraiment de se dire, c'est normal, en fait, c'est normal d'être dans l'acceptation non seulement des émotions, mais aussi de savoir, d'avoir conscience qu'il y a des étapes dans le deuil et qu'une relation, c'est aussi un deuil qui a besoin d'être élaboré. Le troisième conseil que je voudrais t'adresser, c'est
que tu prennes en fait, dans ce temps où tu te reconstruis, donc c'est concomitant tout est lié, hein, d'accord? C'est vraiment de faire le bilan de la femme que tu es devenue. Et je sais que ça peut être difficile parce que il faut pas que dans ce bilan-là, il faut que tu fasses la distinction entre euh, qui tu as été avant la relation, qui t'a été pendant la relation, et tu sais, certainement que tu as dû faire des choses. Tu sais, souvent, quand on est en séparation avec quelqu'un ou en process de séparation, on se reproche des comportements. Quand on est dans une situation extrême, il se peut que on ait eu des réactions extrêmes. Et du coup, bah, souvent, il faut pouvoir prendre le temps. En d'autres termes, quand on a été dans une situation extrême, telle que dans le processus de séparation, bah, souvent, comme on n'était pas préparé à ça, si je puis dire, ben, on a eu des comportements qu'on regrette ou on se dit tiens, grosso modo, je n'ai pas géré la situation de la meilleure des manières. Et il faut pouvoir distinguer ce que tu es en situation normale de ce que tu as été en situation extrême. Et c'est ça que je veux te faire passer en fait, c'est que tu fasses le bilan justement de ce que tu es devenu. L'équation, c'est ce que j'ai été avant, ce que j'ai pu faire en situation extrême dans cette relation, et maintenant, qui je me sens, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Le quatrième point que je voudrais te partager, et il est délicat ce point-là, c'est de prendre ta part de responsabilité dans le divorce. Alors, pourquoi je te dis que c'est délicat? Parce que le but, ce que je veux te faire passer comme idée, c'est que tu ne sois pas en mode c'est de ma faute, c'est moi, j'ai pas été ci, j'ai pas été assez cela, j'ai pas été assez soignée, j'en sais rien, j'ai pas été assez douce, j'ai pas été assez patiente. Non, c'est pas ça l'idée en fait. Il faut que tu puisses arriver à un point où tu fais la part des choses entre la part de responsabilité de ton ex-conjoint et la tienne. Qu'est-ce qui a fait que tu développes une certaine lucidité, une certaine objectivité sur le fait que qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas compatibles finalement. Ça que je veux dire, c'est le juste milieu entre coupable, donc le but c'est d'être ni victime, ni coupable, si je peux dire ça comme ça, ni bourreau, ni sauveur, etc. C'est vraiment de sortir de la posture du triangle de Karpman pour être dans la responsabilisation. Mais pas une responsabilisation où tu vas être après dans un tourment émotionnel de culpabilité. Non, une responsabilisation en mode peut-être, oui, c'est possible qu'il y a des choses que tu n'as pas fait de manière parfaite, si je puis dire. Tu as certainement commis des erreurs, on en commet toutes. Mais c'est de te dire, OK, comment je peux rectifier ça pour le prochain tour, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire par prendre sa part dans le divorce, c'est d'essayer d'analyser qu'est-ce qui peut être amélioré pour la suite. D'être dans une approche plutôt pragmatique, tu vois, pragmatique, rationnelle, et pas juste en mode je m'autoflagelle. Voire même, c'est pas juste être en mode, c'est de pas être du tout en mode autoflagellation. Le cinquième conseil que je voudrais t'adresser, c'est que justement dans ce travail de reconstruction, d'accord, mais là j'en ai fait un point distinct, c'est le fait que tu prennes le temps de déconstruire les croyances limitantes, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent de l'extérieur. Du genre, souvent, la plus grosse, si je peux dire ça comme ça, c'est que une femme divorcée, c'est comme si elle vaut moins, si je peux dire ça comme ça. C'est souvent sa faute s'il y a eu séparation ou s'il y a eu divorce ou il y a eu dispute. Ça dépend des cultures, mais souvent, voilà, la pierre est jetée sur la femme, si je puis dire. Et bien que parfois on le sache d'un point de vue rationnel, il y a une part de nous au niveau émotionnel qui adhère à ça. La croyance, elle est vraiment, t'as une part d'adhésion à cette croyance limitante. Donc vraiment, je te conseille de te poser et de te dire, ok, qu'est-ce qu'on me dit ou qu'est-ce qu'on me renvoie ou qu'est-ce que j'ai entendu dans ma culture familiale, culturelle, sociétale, etc., qui me persécute en fait. Parce que en fait, clairement, une croyance comme ça, par exemple, qu'une femme divorcée, c'est une femme qui est au rabais après, ça va peut-être te pousser inconsciemment pour des prochains prétendants à ne pas écouter tes ambitions, à revoir à la baisse tes exigences, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment important de faire le bilan sur tes croyances par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une épouse, qu'est-ce qu'une bonne épouse, si je puis dire, etc. Il y a ce qu'on t'a transmis et il y a ce à quoi toi tu as envie d'adhérer. Et ça, c'est extrêmement important. Le sixième conseil que je voudrais t'adresser, c'est le fait que tu acceptes, que tu t'autorises à être lucide sur tes blessures.
Le but, c'est pas de faire la meuf qui est pas touchée par le divorce, par la séparation, genre ah mais je m'en fiche complètement, je continue ma vie, ce qui est complètement défensif, je pense, comme posture, mais vraiment de se dire voilà, il y a eu tel événement, il y a eu telle parole. Déjà le truc en lui-même de la séparation et du divorce, c'est difficile, et du coup d'accepter, d'être lucide sur ses blessures. Qu'est-ce que ça a choqué en toi? Qu'est-ce que ça a, comment dirais-je, qu'est-ce que ça a bousculé en toi? Je te donne un exemple. Moi, je sais qu'à l'époque, ça m'a grave remise en question sur clairement ma capacité à être une bonne épouse. J'en suis même pas là, mais une épouse tout simplement. Vraiment, ça m'a tellement bousculé de par les critiques, les remarques, etc. que j'ai pu avoir. J'étais vraiment dans le doute par rapport à ça. Et le but, c'est vraiment d'accepter cette remise en cause, parce que là, c'est pas une remise en question, c'est vraiment une remise en cause pour pouvoir justement, comment dirais-je, j'ai envie de dire l'embrasser, mais la prendre par la main, dire ok, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, sur quoi je peux agir dans ce qui est, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont vraies dans les critiques ou dans les remarques que tu as eues, et comment toi tu veux te positionner par rapport à ça, voilà, d'être vraiment lucide sur les blessures qui font suite à cette séparation, à ce divorce. Et le 7e conseil que je voudrais t'adresser, c'est que tu puisses t'autoriser à avoir des ambitions pour le futur. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, quand on a divorcé, on est un peu dégoûté des hommes, dégoûté du mariage, dégoûté de la relation, etc. Ou alors la confiance, l'estime de soi sont mises à mal. Et du coup, on est bloqué sur ce qui vient de se passer, sur l'état dans lequel on est. Et du coup, forcément, quand tout ça s'est mis à mal, on est tellement... En fait, on s'autorise même pas. Parce que si tu as connu clairement quelqu'un avec, on va dire, t'étais pas compatible, tu vas faire une croix genre sur les hommes ou sur le mariage. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'orienter ton énergie mentale, si je peux dire ça comme ça, sur le futur. Souvent, quand on vient de sortir d'une relation, on est en mode je veux plus ça, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et souvent, quand je pose la question aux femmes que j'accompagne et que je leur dis voilà, qu'est-ce que tu aimerais trouver chez un nouveau mari, chez un prétendant? Ah, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. J'ai dit je comprends ce que tu veux plus, mais essaye d'orienter ton cerveau, de passer à je veux plus, par exemple, un radin, à je voudrais un homme qui soit généreux. Je veux plus un mec qui me maltraite, à je voudrais un homme qui me considère et qui me porte de l'attention, tu vois. Ça, au niveau du mindset et au niveau de ta motivation, au niveau de comment tu vas te projeter positivement dans le futur, ça va avoir une importance extrême, d'accord? Et le 8e conseil que je voudrais t'adresser, c'est le suivant. C'est aussi du domaine de l'acabit de s'autoriser des choses pour le futur. Mais tu vois, une fois que tu t'autorises des choses pour le futur, ce que je te conseille, c'est vraiment de poser les jalons de ta nouvelle vie. Quoi, comment, pourquoi? Oriente ton esprit vers ça. Parce que je sais que c'est très tricky, c'est, comment dirais-je, ça peut être très challengeant en fait quand tu viens de sortir de là, parce que tu es encore en mode bilan, tu vois, c'est une période un peu mutante, si je peux dire ça comme ça, où tu es entre le bilan de ce que tu viens de vivre et comment tu vas switcher ça pour tourner ton regard vers le devant toi en fait et pas derrière. Et de se dire voilà, en fait, tout ça je veux plus, ok, d'accord, mais étape par étape, ça donne quoi en fait pour que j'aille vers ma nouvelle vie? Si tu veux, par exemple, voilà, comme je t'expliquais, moi personnellement, quand je suis sortie de mon divorce, j'étais complètement fauchée. Si je veux me reconstruire financièrement, ça passe par quoi? C'est bête hein, comme réflexion, enfin c'est bête, c'est-à-dire ça semble simpliste comme ça, mais des fois on n'arrive même pas, tellement on est bloqué dans le marasme, etc., de se dire, ou même on a peur, on se dit oui mais comment je vais faire? Avant c'était lui qui payait tout, mais moi je peux pas, j'ai peur, j'ai pas les moyens, on reste bloqué sur j'ai pas, je peux pas, j'ai pas, je peux pas. Ok, souffle un bon coup, qu'est-ce que tu veux déjà, et comment tu peux aller vers là de manière très pragmatique, en étant en mode étape par étape, en acceptant que, admettons, tu as divorcé et tu te retrouves, tu n'étais pas forcément formé avant, diplômé, etc. Et, et le fait de te reconstruire, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, professionnellement, socialement, etc., ça passe peut-être par, oui, faire une formation. Oui, passer un diplôme. Et en plus, maintenant, avec Internet, mais on peut faire tellement de choses depuis le confort de chez soi. Mais voilà,
Vraiment, oriente ton truc sur comment je peux arriver à mon objectif. Je veux me retaper, je veux pouvoir financièrement, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants, que ce soit émotionnellement, matériellement, psychologiquement, etc. De quoi j'ai besoin et comment je peux répondre à ce besoin, étape par étape. Oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais comment je peux y aller étape par étape. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Et si vous voyez d'autres conseils que vous voulez partager à des femmes qui passent justement ou qui sont passées par un divorce et qui ont besoin de soutien pour se reconstruire, je vous invite vivement à les partager en commentaire. Tu peux m'adresser une note, une review depuis ta plateforme d'écoute, YouTube ou tout ce qui est autour du podcast. Donc, on est sur le podcast Se traiter en première classe est sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud et tutti quanti. Donc, je te conseille d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner. Et de passer sur mapsyenlignechaismoi.fr. Alors, encore une fois, je te rappelle que du 9 au 22, tu peux profiter du pack Se traiter en première classe, qui comprend, comme je te disais tout à l'heure, la formation, les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi en accès illimité qui a une valeur de 147 € et 4 consultations de 50 minutes par téléphone avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi. Donc ça, c'est valable 1 mois et ça a une valeur de 236 € et on te le propose du 9 février au 22 février 2023 à 279 € au lieu de 383 €. Je te mets le lien en barre d'infos, légende, etc. Mais si, pour une raison ou pour une autre, le lien n'est pas disponible, tu peux contacter notre assistante Julie au 07 81 11 64 11 par message sur WhatsApp qui te transférera le lien à cet effet. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs, ses principes et ses ambitions. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction, comme je vous disais, de vos aspirations, et surtout pas en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre jour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!